Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. C'est le grand forum Fréquence Évasion. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie de Thierry Bruggvin qui a publié un ouvrage, Le pouvoir illégal des élites. Thierry Bruggvin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié Le pouvoir illégal des élites. Quelle est la trame générale de cet ouvrage et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? En fait, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est le décalage énorme que j'ai observé entre le discours officiel des élites économiques et politiques qui défendent, surtout ces élites politiques d'ailleurs, qui défendent l'état de droit, la démocratie, et puis les pratiques d'une bonne partie d'entre elles qui est non seulement antidémocratique, mais plus encore parfois illégale. Mmh. Alors nous nous enfonçons dans la crise financière et l'on demande toujours plus d'efforts au peuple, aux populations. Selon vous, comment tout cela va finir ? Où ça va nous mener ? En fait, ce qui va arriver, à mon avis, concrètement, là, c'est que, en ce moment, c'est en train d'un petit peu évoluer dans la bonne direction, mais que globalement, à cause de la dette qui nous domine aujourd'hui, en fait, on est en train de... La dette détermine les choix politiques des différents pays, hein, et donc c'est seulement les banquiers et les financiers privés qui orientent l'économie des différents pays d'Europe, en particulier, parce que on a un système particulier en Europe. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la dette, on va aller vers des politiques de plus en plus, d'austérité de plus en plus rigoureuses, vers une privatisation et finalement, donc, plus de chômage. Et plus de chômage entraîne plus de racisme, et plus de racisme, en général, la montée de l'extrême droite. Alors la dette, on en reparlera tout à l'heure. On constate une désaffection croissante à l'égard des classes dirigeantes et envers le système bancaire. Comment se sortir de cette spirale ? Par rapport à la question du système bancaire ? Oui. En fait, la solution, ce serait revenir à l'ancien système. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire en arrière, mais la première chose, disons, la plus simple, c'est de permettre aux États d'emprunter aux banques publiques, éventuellement à leur banque centrale ou à la Banque centrale européenne. De cette façon, les taux d'intérêt qu'ils ont à rembourser, de cette façon, ils remboursent au public, donc aux contribuables, donc on rembourse à eux-mêmes. Donc ça évite d'augmenter à l'infini la dette comme ça se passe aujourd'hui. Et dans ce cas-là, certains auteurs comme Holbeck, par exemple, a estimé que ça fait déjà plusieurs années qu'on aurait pu, autour de 2008, la dette française s'est déjà remboursée avec ce système-là. Alors que là, elle fait l'inverse, elle fait boule de neige, elle augmente sans arrêt, quoi. Bah oui. Alors nous avons réalisé depuis plusieurs années déjà avec des émissions avec Pierre Jovanovic, que vous devez connaître certainement, Un peu, oui. sur l'effondrement du dollar et de l'euro, sur la dette des États, notamment celle de la Grèce, jugée par beaucoup comme irremboursable. Quel est votre point de vue ? Faut-il absolument rembourser ou annuler cette dette ? En fait, ça dépend. L'annulation, elle dépend beaucoup de la vision politique des différents individus. Si vous êtes, on va dire, un réformiste, un peu keynésien, un peu classique, vous allez éventuellement dire qu'il faut la rembourser avec un taux d'intérêt raisonnable. Si vous êtes comme Attaque, donc déjà un peu la même chose, mais un peu plus radical, vous allez estimer qu'il y a une large partie qui est une dette illégitime, donc on est autour de, je sais pas, ils estimaient qu'on vit, je me souviens plus vraiment des chiffres, mais enfin c'était en gros autour de 60% de la dette qui était illégitime, donc il faut rembourser 40%. Et puis si vous êtes vraiment encore plus radical, en gros anticapitaliste radical, vous allez estimer qu'en fait ce système-là a entraîné une exploitation depuis déjà des années, qui finalement ils se sont déjà remboursés plusieurs fois, et qu'il faudrait presque l'annuler complètement. Déjà, est-ce que c'est réaliste d'envisager un tel remboursement ? Alors déjà, c'est pas réaliste. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de pays, enfin par exemple, on prend l'exemple de la Grèce aujourd'hui, qui est en capacité de rembourser l'intégralité de sa dette, puisqu'elle augmente sans arrêt vu les taux d'intérêt. Il y a beaucoup d'autres pays, il y a eu des dizaines de cas dans le monde où les pays ont été, où les dettes ont été annulées, disons majoritairement, voire des fois complètement. C'est le cas de l'Irak par exemple, l'Allemagne en partie auparavant aussi, l'Argentine, ça se fait couramment, donc c'est un choix politique. Alors, aux dernières nouvelles, corrigez-moi si je me trompe, on disait que la Grèce avait jusqu'en 2100 pour rembourser, c'est ça ? Je sais plus exactement, mais ça n'a pas beaucoup de sens, parce que comme de toute façon je vous disais que avec les taux d'intérêt qu'elle a eu, ou je sais plus où à quel taux ils sont, c'était des fois on est monté à taux à 2 chiffres, c'était impossible de rembourser de toute façon. Oui, mais c'est un peu farfelu comme... En fait le but c'est pas farfelu en réalité, le but c'est d'obliger les États à tout privatiser, donc c'est une politique néolibérale radicale.
privatiser toute l'économie pour qu'elle puisse être rachetée ensuite par les grandes entreprises, en particulier les entreprises étrangères. Oui, mais 2100, c'est loin, 2100. Oui, mais bon, oui. Simplement, c'est juste c'est un chiffre qui permet de montrer que, de toute façon, avec ce qu'on appelle l'effet de boule de neige, c'est qu'en fait, les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'en fait, la dette s'élève sans arrêt. Alors, certains auditeurs s'interrogent à propos des paradis fiscaux. Quelle est votre position ? Les paradis fiscaux, on nous dit depuis longtemps depuis 2008, qu'on va les éradiquer et que, justement, on va faire des zones blanches, grises et noires. En réalité, ça, c'est un discours, justement, pour la galerie. En fait, il n'y a quasiment rien qui a été fait depuis. Et ce qu'il faudrait effectivement, c'est interdire les paradis fiscaux. Alors, on peut dire, souvent, ils ne sont pas dans nos pays, donc c'est difficile. En réalité, si c'est très possible, il y a plein de mesures qui sont à mettre en œuvre. Différentes mesures, j'en ai pas tellement le temps d'entrer dans les détails. La mesure la plus radicale, si vraiment on veut que ça s'arrête, c'est de faire un blocus directement contre les États qui continuent à pratiquer ainsi. En fait, ça veut dire en gros, la première chose, c'est demander la transparence totale des différentes informations, donc des échanges entre les différents ministères ou les différents États qui le souhaitent. Ça, c'est la revendication qu'il faut avoir. Et puis, s'ils refusent, ensuite, faire un blocus vis-à-vis des États qui mettent ça en œuvre. Généralement, c'est des petits États, donc c'est un blocus économique ou un blocus financier ou autour des matières premières comme le pétrole et autres. Ce qu'ils font déjà aujourd'hui pour d'autres pays comme la Russie, l'Iran ou l'Irak auparavant ou Cuba. Pour ces petits pays-là, ça serait assez redoutable. Alors, selon vous, pour quelles raisons les gouvernements semblent-ils impuissants à prendre telle ou telle décision ? Parce qu'on dit on va faire ci, on va faire ça, et on voit jamais rien, quoi. Oui. Alors en fait, ils sont impuissants justement. La raison principale, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire, puisqu'il y a, disons, deux raisons. La première raison, on pourrait dire que c'est une sorte d'intérêt de classe, qui font partie des élites, et certains ont aussi des comptes en Suisse ou ailleurs, donc ils n'ont pas forcément envie qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Et puis même ceux qui n'ont pas, disons, d'argent dans ces paradis fiscaux et judiciaires, eux font partie justement de cette même classe dominante. Et ils n'ont pas envie d'attaquer ou de limiter cela. Je vous donne un exemple pour illustrer ça, c'est qu'à la Banque mondiale, la plupart des gens donc des directeurs de la Banque mondiale, c'est des anciens cadres des banques privées, ou par exemple donc des grandes banques privées américaines. Et à la Banque centrale européenne, on a aussi la même chose. Par exemple, en ce moment, le dirigeant de la Banque centrale européenne travaillé pour Goldman Sachs, une grande banque américaine, qui a déjà été plusieurs fois inculpée pour des pratiques illégales. Et l'autre raison, alors je vous l'ai pas dit, pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas du coup à changer réellement le système ? Bien sûr, ouais. C'est que on est dans un système capitaliste, et que dans un système capitaliste, qui dirige ? C'est les grands capitalistes, c'est-à-dire les grandes entreprises et les grandes banques. Les multinationales. Et voilà. Et donc elles font une pression très forte contre les États pour éviter ce genre de choses. Et donc elles sont efficaces, parce que sinon elles peuvent menacer de délocaliser, de mettre des gens au chômage, etc. Donc elles ont, sans même parler du lobbying classique, mais avec les menaces qu'elles peuvent mettre en œuvre, elles tiennent les médias, il y a tout un ensemble de choses dont on parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. Qui font qu'elles arrivent à imposer leurs idées. Alors vous abordez le contrôle des semences par des lobbies de l'agriculture, exemple Monsanto, mais il n'y a pas que Monsanto. Est-ce que l'illégalité n'a pas commencé de la part de ces groupes ? En fait, les contrôles des semences, c'est ce qu'on appelle la privatisation un peu du vivant. Et donc, un ensemble de patrimoine génétique agricole qui existe depuis, déjà par la nature, qui a été créé par la nature, et puis surtout qui a été, je prends l'exemple du riz basmati en Inde, qui a été justement amélioré par des sélections naturelles par les paysans locaux. Et il y a certaines multinationales, d'ailleurs je crois que c'est Monsanto, mais je me souviens plus précisément, qui ont breveté le riz pour en faire leur propriété. Et donc il y a eu des procès pour lutter contre ça. Et donc, parfois les paysans gagnent, souvent ils perdent, mais là on voit vraiment une privatisation du vivant qui reste légale puisqu'ils ont le droit de le faire, mais c'est illégitime puisque c'est un travail qui a été réalisé par des paysans depuis des milliers d'années et qu'il y a une multinationale qui s'en empare et qui en fait sa propriété. Sans compter la course aux OGM qui fait peur un peu à tout le monde. Oui, ça pose des problèmes, disons, écologiques, parce qu'on ne connaît pas les dangers, et pour la santé, enfin, du moins, il y a des études qui ont été données, comme l'étude de Seralini, qui dit que c'est fortement cancérigène.
Et il y a aussi des problèmes dans l'environnement, c'est que ça peut se disséminer. Et puis enfin, des problèmes sociaux, puisqu'on voit par exemple beaucoup d'Indiens qui ont travaillé, qui sont rentrés dans le système Monsanto malgré eux, se sont retrouvés carrément ruinés, puisqu'en fait il faut racheter toutes les années les semences, alors qu'autrefois ils prenaient leurs propres semences. Et du coup ils sont rapidement ruinés, donc il y en a des dizaines, des centaines qui se suicident tous les ans. Alors vous parlez dans votre ouvrage d'eugénisme. Pouvez-vous nous apporter quelques éléments de réflexion ? Sur l'eugénisme ? Oui. D'ailleurs, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, ça commence à devenir un peu récurrent, même à la rédaction. J'ai des auditeurs, on a des auditeurs ici qui se posent des questions sur tout ce qui circule. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu ? Bon, en fait, les politiques eugénistes, c'est des politiques très anciennes qui s'inscrivent, disons plus généralement, dans la lutte contre les effets de la démographie. Quand il y a trop de démographie, il y a des problèmes de ponction sur les ressources, donc des problèmes alimentaires. Et donc, les auteurs de ces différents courants cherchent à trouver des solutions contre, disons, on pourrait dire le péril démographique, le péril alimentaire que ça engendre. Donc, les plus radicaux par rapport à ça, donc il y a en gros 3 courants qui veulent essayer de lutter contre ça. Il y a le courant, disons, des politiques sociales, le courant des politiques libérales, et puis parmi les politiques libérales, les plus radicaux, c'est aussi les courants eugénistes. Donc les politiques libérales, ce qu'elles cherchent à faire simplement, c'est faire de la contraception, faire du planning familial, et puis diminuer la démographie. Les politiques sociales, mais les politiques libérales ne veulent pas redistribuer les richesses pour y arriver. Alors que les politiques sociales veulent redistribuer les richesses, et en fait en redistribuant les richesses, on arrive à permettre aux gens d'avoir du travail, donc d'envoyer leurs enfants à l'école. Et quand les enfants, en particulier les femmes, vont à l'école et qu'elles sont éduquées, on voit que la courbe démographique diminue, puisqu'en fait elles contrôlent la natalité, et elles ont moins besoin de faire des enfants pour retrouver une reconnaissance, et surtout pour avoir un besoin de sécurité sociale dans le futur. Donc globalement, on redistribue la richesse, les envoie à l'école, tout va bien. Mais alors, donc sinon, le courant libéral dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui, il est encore plus radical donc, que les libéraux, puisqu'il estime que non seulement il faut limiter les naissances, de façon par la contraception, etc., mais qu'on peut aussi, il faut limiter le développement des plus pauvres. Et donc, les différentes techniques qui sont mises en œuvre, il y en a de plusieurs ordres. Par exemple, une des méthodes, il y en a deux ordres. La moins radicale, c'est ce que proposait par exemple le directeur de l'UNESCO, Huxley, il y a un certain nombre d'années, de limiter, donc il a dirigé la Ligue eugéniste internationale, ou au moins américaine, ou internationale je crois, pendant plusieurs années, et donc il disait qu'il ne fallait pas donner d'argent, il ne fallait pas financer et de subventionner les plus pauvres, parce que les plus pauvres faisaient beaucoup d'enfants, et qu'ils avaient un QI peu élevé, donc finalement c'était mauvais pour l'évolution de l'humanité. Donc finalement financer les pauvres, c'est financer, c'est diminuer la qualité des élites, puisque les élites finalement pâtissent de cela, puisqu'elles ne sont pas subventionnées ou moins subventionnées, alors que tout l'argent qu'elles pourraient avoir pour elles. Donc là on voit que dans un premier temps il y a une visée, on va dire, de sélection sociale, voilà, par l'argent, mais des fois ça va encore plus loin. C'est que ça s'est pratiqué au début quand les moments de l'émigration aux États-Unis, en Suède après la Deuxième Guerre mondiale, ou chez les nazis, ou même en Chine, où on va de force prendre les femmes qui sont susceptibles de faire des enfants et leur enlever je crois que c'est les ovaires, nous leur faire une opération de force, pour que justement ils ne puissent plus avoir d'enfants. Donc évidemment, qui ont choisi dans ces cas-là, c'est les populations les plus pauvres, ou les tziganes, tous les gens qui ont été autrefois dans les camps de concentration, ou certaines populations, certaines ethnies qui gênent le pouvoir. Donc là, c'est l'eugénisme le plus radical. Et puis aussi, ce qui s'est fait, donc je vous disais en Suède, c'était pour les personnes handicapées. Donc là, on leur demande pas leur avis, c'est fait de force. Pour conclure par rapport à ça, en fait, ce plan eugéniste, il y a une stèle qui s'appelle la stèle de Georgia Geist de Stone, donc c'est la pierre de Saint-Georges, et aux États-Unis, où il y a un ensemble de principes justement on ne sait pas quels sont les auteurs, mais des élites, quels sont les objectifs des élites. Et un des principes justement, c'est d'arriver à une population de 500 millions sur la Terre. Aujourd'hui, on n'est pas très loin des
des 9 milliards. Donc on voit un peu ça veut dire qu'on va diviser la planète par pratiquement 18 dans leur projet. Donc là, c'est même plus de l'eugénisme. Si vraiment, pour en arriver là, ça suppose de laisser mourir des gens en grande quantité. Oui, ça paraît même effrayant. Hein. On marque une pause dans ce grand forum, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Bruquevin qui a publié un ouvrage, Le pouvoir illégal des élites. Alors chaque jour nous constatons beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, à savoir que certains intervenants nous disent que les médias, les politiques, les pouvoirs religieux sont intimement liés et contribuent à l'asservissement des peuples. Quelle est votre position ? En fait, ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est que donc là vous parlez en fait de 3 types de pouvoirs. Oui. Dans ce livre, je montre qu'il y a en fait 8 grands types de pouvoirs. Donc c'est 8 groupes. Et donc là, vous m'en citez 3 en fait en quelque sorte. Mais je vais vous citer donc les 8 groupes ou les 8 pouvoirs qui contribuent justement à l'asservissement. Donc il y a le premier pouvoir, c'est le pouvoir économique et financier. Donc on a parlé tout à l'heure avec notamment la dette, mais pas seulement. Multinationale avec la production, etc. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir des organisations internationales, avec la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, ou le Conseil de sécurité, ou l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ce genre de grandes institutions internationales où les États siègent. Le troisième, c'est le pouvoir des États, avec notamment le nationalisme de différents États qui dirigent. Le quatrième, c'est le pouvoir répressif, donc donc ils se recoupent, ces différents organismes. Je divise en 8 pouvoirs, mais ils se recoupent les uns les autres. Donc on a les milices privées, mais aussi les armées, les différentes armées, les polices, qui contribuent à exercer ce pouvoir légal et illégal. Ensuite, on a le pouvoir idéologique. C'est en celui-là où on peut mettre aussi les religions dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc en fait, avec les religions, les différents courants, le libéralisme, le capitalisme ou le communisme, il y en a beaucoup, des différents courants idéologiques. Ensuite, on a le pouvoir des réseaux, donc tous les réseaux, les lobbies qu'on peut voir à droite à gauche. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est tout ce on peut l'appeler plus ou moins aussi le pouvoir des relations, c'est toutes les relations qu'entretiennent les uns et les autres dans une même classe sociale, quand je vous parlais tout à l'heure des intérêts de classe. Le 7e, c'est le pouvoir de la communication, donc ça correspond notamment au pouvoir des médias, mais pas que, des médias. Et le 8e, c'est un pouvoir psychologique ou psycho-identitaire. Et en fait, c'est finalement, je le mets en 8e, mais peut-être même c'est le premier des pouvoirs, c'est les peurs qui animent les individus, qui les poussent à s'armer, à exploiter, à la rapacité vis-à-vis des autres. Besoin de pouvoir en règle générale, besoin de pouvoir et d'exploitation des individus, en particulier de dominants, mais ça c'est partagé par tous, sauf que quand on est dominant, on a plus de pouvoir pour le faire. On parle énormément du nouvel ordre mondial qui sera organisé par les diverses institutions et les élites. Que pensez-vous de cette idée qui est véhiculée régulièrement sur les réseaux sociaux et de ce nouvel ordre mondial ? En fait, le nouvel ordre mondial, il existe depuis très longtemps, notamment, même avant la création de l'ONU avec la SDN, la Société des Nations, où justement il y avait un projet d'organisation mondiale. Le problème, c'est pas tellement d'organiser mondialement les choses. On peut créer une fédération mondiale qui soit très démocratique. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il, à mon avis, faut souhaiter. Le problème, c'est plutôt d'organiser une gouvernance mondiale qui, elle, soit antidémocratique. Et aujourd'hui, il y a déjà une forme de gouvernement mondial des banques avec le Banque mondiale et le FMI qui sont au cœur de tout ce système et qui les régissent. Donc il y a déjà, c'est les banques publiques, mais qui sont en fait sous la direction des banques privées les plus puissantes, comme les banques Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, etc., qui dirigent le monde aujourd'hui, de fait. Oui. Alors on parle régulièrement de complots, de manigances, par exemple le groupe Bilderberg et d'autres confréries qui agiraient dans l'ombre. Où est la part de fantasme et de réalité ? En fait, le groupe Bilderberg, par exemple, tous ces groupes qui se rencontrent, tous ces élites qui se rencontrent, elles se rencontrent régulièrement, des fois officiellement, des fois non officiellement. Et par exemple, au groupe Bilderberg,
Bon, évidemment, ce qui fait fantasmer, c'est vrai que ça pose un petit problème quand même, c'est le fait que les participants ne doivent pas exprimer ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vrai que ça pose un problème de démocratie, surtout que la plupart du temps, les gens qui sont là-bas, c'est aussi des élus. Mais au-delà de ça, en réalité, je ne pense pas que dans ce genre d'endroit, on raconte des choses, extrêmement machiavéliques. Ils discutent, qu'ils font d'habitude, comme ils le font à Davos, comme ils le font au FMI, à la Banque mondiale, des plans d'organisation et des projets mondiaux qui s'appellent en fait tout simplement du capitalisme néolibéral. Évidemment, s'il est de plus en plus radical, il devient de moins en moins démocratique et on se rapproche progressivement d'une forme d'État mondial autoritaire tel qu'on a pu le voir dans certains pays d'Amérique latine. Donc on y arrive progressivement. De fait, à travers la dette, quand on voit ce qu'on fait subir, ce que les pays du Nord font subir à l'Afrique depuis une vingtaine d'années et maintenant à la Grèce, on voit que si on est tout proche, c'est pas une dictature, mais c'est un régime vraiment autoritaire, à travers la dette. Alors, dans ce groupe, Bilderberg et dans ces réunions, pourquoi n'accepte-t-il pas la presse? Les auditeurs nous disent qu'ils ont quelque chose à cacher. Oui, en fait, le principe quel est le discours officiel, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas la presse, c'est pour pouvoir parler librement. Et c'est de la même façon, ça se passe sans arrêt, pas seulement, on va dire, parmi le groupe Bilderberg, par exemple, au Conseil des ministres, et la presse n'est pas acceptée. En fait, ils doivent pouvoir raconter ce qu'ils ont vraiment dans la tête tranquillement, et ensuite le communiqué de presse se fait beaucoup plus lisse. Donc ça veut simplement dire qu'ils sont plus radicaux et ils prennent moins de gants qu'en règle générale, mais enfin on voit bien, même au niveau français, la presse n'est pas acceptée par exemple non plus au niveau du Conseil européen, donc le Conseil des ministres et des présidents, enfin des dirigeants des gouvernements. Elle n'est pas acceptée au Conseil des ministres en France, donc elle est dans les lieux où se prennent vraiment les décisions, elle est peu acceptée. Et en l'occurrence, là, à Bilderberg, c'est même pas un lieu où on prend les décisions, c'est plutôt où on discute des grandes orientations. Que pensez-vous du G8 ? Alors le G8, c'est un peu le gouvernement mondial, mais il n'est pas vraiment le gouvernement mondial, puisqu'en fait, au-dessus du G8, contrairement à ce qu'on pense, c'est surtout les banques privées, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui orientent l'économie mondiale avec la FMI, la Banque mondiale. Et le G8 met en musique ces différentes thématiques. Donc c'est les 8 plus grandes puissances actuellement, qui sont justement celles qui dirigent aussi la Banque mondiale et le FMI, puisqu'en fait c'est un pouvoir censitaire, le pouvoir est proportionnel aux prêts qui sont proposés. Et donc le G8 n'est pas démocratique. Là ils ont élargi au G20, ils ont rajouté d'autres États, mais ça fonctionne assez mal aussi. Donc si on veut vraiment un système qui serait démocratique, il faudrait utiliser l'Assemblée Générale des Nations Unies, où là la majorité des États sont représentés, et encore ce serait même pas un système fédéral, là c'est déjà un système, c'est entre les deux, mais puisqu'en fait ils sont pas élus directement, les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est indirect puisqu'on élit les dirigeants au niveau national, et puis en fait les représentants ensuite se siègent au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. Le système fédéral, ça supposerait d'élire directement les représentants de nos États à ce niveau-là. Enfin, on n'en est pas là. Si déjà l'Assemblée Générale des Nations Unies avait déjà été souveraine, sur tout le reste, ce serait déjà bien. Or, c'est aujourd'hui l'ONU qui dirige chez le Conseil de sécurité, avec à nouveau les 5 États les plus puissants qui sont aussi présents au G8. Alors c'est pareil, de nombreuses personnes nous parlent de démocratie directe. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient que soit instituée en France la démocratie directe un peu comme en Suisse. Quelle est votre position ? La démocratie directe, c'est en fait pour pouvoir les solutions à la démocratie, c'est plus large que la démocratie directe. La démocratie directe, c'est un élément. Alors la démocratie directe en Suisse, elle prend une forme, c'est les référendums. Parce que les référendums, c'est important. C'est la base de la démocratie. Mais si on en fait trop, on peut aussi se mettre à voter n'importe quoi et puis avoir des votes populistes. Donc l'autre élément, justement en Suisse, qui permet la démocratie, c'est un système, comme je parlais tout à l'heure, donc un système fédéral, où chaque niveau local est indépendant par rapport au niveau supérieur, ce qu'on appelle la subsidiarité. Donc le fédéralisme, c'est déjà plutôt mieux qu'un système étatique. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut, là ça va être un petit peu long, donc je vais essayer d'abréger, mais il faut un minimum de solidarité, il faut que ce soit un fédéralisme social, sinon chaque fédération, chaque région se met à devenir plus égoïste.
Donc ça, on a la dimension fédérale, la dimension, donc, la démocratie directe. Ensuite, on a la démocratie représentative. Et donc, beaucoup de personnes veulent l'améliorer. Donc, il y a plein de formes d'amélioration plus simples, comme le non-cumul des mandats, comme la proportionnelle, etc., en France en particulier. Mais certains auteurs comme Saint-Omer ou Rancière proposent aussi d'ajouter du tirage au sort dans la démocratie représentative. Et c'est vrai que des grandes assemblées comme le Parlement, comme les conseils municipaux, par exemple, peuvent être élus au tirage au sort. Et ensuite, à mon avis, il faut peut-être s'arrêter là. Et ensuite, les représentants tirés au sort peuvent élire eux-mêmes leurs dirigeants, un Premier ministre, par exemple, ou un président de la République. Et ça évite justement le côté de tirer au sort des extrêmes. Et puis, le dernier point, c'est la question de la démocratie participative. Ça, c'est un élément aussi important, même si elles ont chacune leurs limites, ces différentes formes de démocratie, qui consiste justement à faire participer plus les citoyens aux décisions, comme ça s'est fait par exemple à Porto Alegre avec le budget participatif pendant beaucoup d'années. Thierry Bruggvin, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs? Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Alors, peut-être la dernière chose par rapport à ça, sur ces questions de démocratie, vous me disiez comment faire pour améliorer la démocratie. Donc, un des éléments, en plus de ce que je vous ai expliqué, c'est que dans un système capitaliste, qui dirige l'État et tout le reste, c'est justement les capitalistes. Et donc, tant qu'on sera dans un système capitaliste, même si on trouve on trouve des façons d'améliorer la démocratie, notamment en démocratisant la justice, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un élément important, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui sont mises de côté à travers le secret défense, surtout les affaires qui concernent les élites économiques et politiques. Donc même si on arrive à démocratiser la démocratie actuelle, ça suffira pas si la démocratie économique n'est pas présente. Et ça suppose donc, en fait, de dépasser le capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est la propriété privée des moyens de production. Et donc, il faut une propriété qui soit collective. Donc, ça veut dire concrètement créer plutôt que les entreprises créent des coopératives, où là, qui décide dans les coopératives? C'est les salariés eux-mêmes. Et que les très grosses entreprises les plus puissantes, comme les entreprises d'armement, comme Dassault, ou par exemple, deviennent des entreprises publiques, puisqu'elles ont un impact stratégique et une influence sur le gouvernement très importante, comme la Gardère et autres, ou Bouygues. Et voilà, donc surtout les banques, en l'occurrence, les banques qui doivent devenir publiques. Voilà. Et tout ce qui est petit et moyen, il faut leur laisser de la liberté et un marché où elles puissent échanger entre elles. Mais tant qu'il n'y aura pas ce système-là, et idem pour les médias, on parlait des médias tout à l'heure, les médias, si un média n'est pas coopératif et ne dépend pas uniquement de ses lecteurs, il sera inféodé aux intérêts des grandes puissances financières et industrielles, capitalistes, et donc dans ce cas-là, on n'aura jamais la démocratie, même avec le meilleur des systèmes. Alors, où peut-on se procurer votre ouvrage, Le pouvoir illégal des élites? On peut se le procurer dans la plupart des librairies. C'est quelle édition? C'est l'édition Max Milo. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, j'ai un site aussi, si vous tapez mon nom et puis vous tombez directement dessus. D'accord, et que peut-on trouver sur votre site Internet? En fait, on trouve différents articles que j'ai écrits sur ce sujet-là, notamment, mais d'autres thématiques qui m'intéressent aussi, comme justement les alternatives économiques démocratiques, qui sont importantes, à mon avis. Est-ce que vous avez des projets ou des projets d'écriture, tout simplement? Là, je suis en des projets d'écriture actuels, on est plusieurs. Un des éléments, le prochain, ça sera un livre sur la dimension psychologique, justement, les liens entre la psychologie et le capitalisme. J'essaie d'expliquer ce que j'ai dit en 2 mots tout à l'heure. C'est qu'en fait, surtout, même dans un système purement démocratique, si on y arrivait un jour, tant qu'on n'a pas travaillé sur le besoin de pouvoir, notamment, ceux qui seront élus chercheront toujours à tordre le système. Donc il y a un travail à faire au niveau aussi bien individuel que collectif autour, disons, de la psychologie, c'est-à-dire en fait de lâcher le besoin de pouvoir des différents individus ou le besoin infini de consommer pour combler ses manques. Merci Thierry Bruggvin d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour la suite. Merci bien. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.